Bienvenue dans la troisième et dernière vidéo du chapitre 4 de Crystal Clear Electronics 2. Nous poursuivons notre exploration de l'environnement de développement. Plus tôt, lors de la création du projet, nous avons vu le fichier .eyoc qui pouvait être utilisé pour la configuration. Regardons cela de plus près maintenant. Créons un nouveau projet afin d'éviter de modifier les paramètres du projet d'exemple. Un double clic sur le fichier .eyoc ouvrira la perspective CubeMX pour le projet, où vous pourrez effectuer la configuration de base du microcontrôleur et configurer les périphériques. Parfois, malheureusement, la perspective pour un fichier donné ne s'ouvre pas automatiquement. Dans ce cas, vous pouvez l'ouvrir manuellement en cliquant sur le bouton « Approprié ». Jetons un œil aux vues principales que vous pouvez trouver en cliquant sur les boutons dans la section bleue ci-dessus. La première des vues principales est l'assignation et la configuration des broches, qui sert à effectuer l'affectation et la configuration des broches. La forme grise au centre représente le microcontrôleur que nous utilisons. Elle indique également le type de microcontrôleur qui est, dans notre cas, le STM32F400 46Z6. Vous pouvez également trouver ici le boîtier du microcontrôleur, qui est LQFP-Cent 44. Cette particularité sera abordée dans un chapitre ultérieur. Les nombreux petits rectangles sur les côtés symbolisent les broches. Si vous les regardez, c'est ainsi que l'appareil apparaît en vue de dessus dans la réalité. Vous pouvez utiliser la souris pour le déplacer et la molette pour zoomer ou dézoomer. Si vous zoomez sur les broches, vous pouvez voir qu'elles sont également étiquetées. Ces étiquettes les distinguent les unes des autres, ce qui facilite leur identification. Les broches sont regroupées en ports et la lettre dans leur nom représente ce port. Par exemple, dans le cas de la broche PA2, la lettre P signifie port, la lettre A est l'identifiant du port et le chiffre 2 indique qu'il s'agit de la deuxième broche du port. Par défaut, toutes les broches du microcontrôleur sont configurées à l'état de réinitialisation. C'est à dire qu'elles n'exercent aucune fonction. Cliquez avec le bouton gauche sur la broche PA2, par exemple. Nous pouvons sélectionner la fonction de la broche à partir d'une liste déroulante. La signification des différentes options et leur utilité seront expliquées plus en détail dans un chapitre ultérieur. Cliquez sur une option dans le menu déroulant. Par exemple, cliquez sur l'option GPIO Output dans le menu déroulant. Vous pouvez voir que la fonction sélectionnée est attribuée à la broche, qui est indiquée en vert sur la figure. Si vous faites un clic droit sur la broche sélectionnée, vous pouvez utiliser l'option « Entrer un label utilisateur » pour lui donner un nom plus descriptif, ce qui facilitera grandement les choses plus tard lors de la programmation. Renommons la broche PA2 en Leyden, juste pour vous donner un exemple. Il est possible de choisir une fonctionnalité pour une broche qui entraînera l'affichage d'un indicateur jaune dans CubeMX. Par exemple, cela se produit lorsque l'option UART4RX est sélectionnée sur la broche PAO. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cela signifie simplement que le périphérique associé à la broche n'a pas encore été activé et configuré. Puisque nous avons maintenant sélectionné le signal UR, examinons cette configuration. On peut voir que le périphérique UR4 pour le signal UART4RX, situé dans le menu déroulant de connectivité, n'est pas activé. Lorsque le mode est changé en asynchrone, la broche jaune devient verte puisque le périphérique est activé et les paramètres de configuration du périphérique s'affichent. Les paramètres de configuration spécifiques de ceux-ci seront abordés au chapitre 10. Que faire si nous voulons utiliser un périphérique de communication UR, mais que les broches précédemment sélectionnées, PA0 et PA1, sont déjà occupées et ne peuvent donc pas être utilisées? La solution évidente à cela est d'examiner toutes les broches et de les configurer là où c'est possible. Pour un microcontrôleur avec 16 ou 32 broches, cela reste tout à fait faisable, mais pour un microcontrôleur avec 64, 100, voire 144 broches, cela peut prendre beaucoup de temps. La recherche peut être accélérée en cliquant par exemple sur UART4RX tout en maintenant la touche CTRL enfoncée. CubeMX marquera alors en bleu pâle les broches qui sont des alternatives pour le placement. Dans le cas de UART4RX, il s'agit de la broche P15. Si vous souhaitez déplacer le signal ici, il suffit simplement de faire glisser la souris à cet endroit. Relâchez le bouton de la souris lorsque la broche de destination devient bleu foncé et que le UART4RX est déplacé vers ce nouvel emplacement alternatif. Une autre option consiste à taper la fonction que vous recherchez dans la zone de recherche en bas. Vous pouvez également taper des noms de broches dans cette zone de recherche, ou même rechercher les étiquettes utilisateurs que vous avez attribuées. Les noms que nous avons donnés se trouveront dans le fichier main. H, bien sûr, après la génération du code.
Configurons cette fois un périphérique I-C. Ouvrez l'onglet Connectivité et sélectionnez le périphérique Primeur-Con. Réglez-le sur I-C, puis vous pouvez voir que CubeMX a placé les signaux nécessaires sur les broches BB6 et PB7. Il est bien sûr toujours possible de choisir un emplacement alternatif, mais il s'agit simplement d'une autre façon d'assigner les signaux aux broches. Une fois que vous avez terminé la configuration, vous devez enregistrer vos modifications. Le moyen le plus simple de le faire est d'appuyer sur CTRL-S ou d'utiliser la petite icône de disquette dans la barre d'icônes du menu. Lors de l'enregistrement, des extraits de code pour la nouvelle configuration seront générés pour nous par l'environnement de développement si nous le souhaitons, ce qui nous aide ainsi à programmer. Si nous regardons le fichier main, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de lignes vertes commentées qui servent de repères pour le programmeur. Faites particulièrement attention, lorsque vous écrivez votre code, à ne le faire que dans un emplacement situé entre un commentaire d'ouverture et un commentaire de fermeture. Sinon, la prochaine fois que vous le générez, CubeMX le supprimera. Cela signifie que, dans tous les cas, nous devons écrire le code entre la balise de début et la balise de fin. Par exemple, si vous écrivez quelque chose ici, cela sera perdu. Mais si vous écrivez quelque chose entre le commentaire d'ouverture et le commentaire de fermeture, cela sera conservé. En plus de générer le code pour nous, CubeMX nous offre également la possibilité de voir des extraits de code prêts à l'emploi. Ouvrez l'option Gérer les packs logiciels dans le menu déroulant Packs logiciels. Nous devrions voir cette fenêtre. Faites défiler jusqu'à l'onglet correspondant à votre microcontrôleur, STM32F4 dans notre cas. Une fois cliqué, vous pouvez lire ce que contient le pack logiciel sous l'onglet Détails. Il y a de nombreux exemples et fonctions d'aide dans le pack. Par exemple, les fonctions H, AL, C, à dire la couche d'abstraction matérielle, sont également incluses. Cela sera abordé dans le chapitre suivant. Obtenir le bon signal d'horloge est essentiel pour que le microcontrôleur fonctionne. Il existe plusieurs façons de procéder, et vous pouvez choisir parmi elles dans le configurateur. Cependant, avant de commencer à régler les signaux d'horloge, activons les oscillateurs externes comme entrée d'horloge. Pour ce faire, dans l'onglet Brochage et Configuration, faites défiler jusqu'à la section Noyau du système et ouvrez la configuration RCC. RCC signifie Reset and Clock Control. Vous devez connaître votre matériel pour choisir les paramètres appropriés. Dans le cas de la Nucléo, le moyen le plus simple d'obtenir les informations dont vous avez besoin est de consulter le manuel d'utilisation et le schéma de la carte. Pour le LSE, c'est à dire Low Speed External, sélectionnez l'option résonateur céramique à carte, car cette option correspond à l'oscillateur externe à carte implémenté sur la carte. Le signal d'horloge HSC est reçu par les cartes Nucléo via le ST-Link intégré. Il faut donc sélectionner les options source d'horloge en contournement, Bypass Clock Source. Une fois ces paramètres définis, ils apparaîtront immédiatement sur les broches correspondantes. Assurez-vous que CubeMX a bien assigné les signaux des oscillateurs aux bonnes broches matérielles. Le moyen le plus simple de le vérifier est de consulter le schéma de la carte de développement. Vous pouvez voir que l'assignation est faite aux broches correspondantes, à savoir PA0, PAN, ainsi que PC14 et PC15. Lorsque vous effectuez ces réglages, assurez-vous toujours d'avoir configuré les signaux là où le matériel est prévu à cet effet. Cliquez sur l'onglet Configuration de l'horloge en haut. Cet onglet vous permet de définir les paramètres d'horloge du microcontrôleur. Sur la gauche se trouvent les sources d'horloge disponibles, et sur la droite, les fréquences d'horloge générées par celles-ci avec les noms des périphériques correspondants. Il peut y avoir des sources d'horloge externes. Elles ajoutent le LSE et le HSC mentionnés précédemment. Mais il existe aussi des sources d'horloge intégrées qui sont le LSI et le HSI-RC. La fréquence des sources externes peut être ajustée en cliquant sur le chiffre puis en saisissant la valeur. La fréquence des sources internes ne peut pas être modifiée. Les fréquences d'horloge souhaitées sont générées par le microcontrôleur en effectuant diverses multiplications et divisions par le matériel et le logiciel. La façon la plus simple de générer le signal d'horloge que vous souhaitez utiliser est de saisir la fréquence requise dans l'une des cases bleues, comme indiqué sur la figure, puis d'appuyer sur Entrée. L'environnement de développement calculera alors les réglages nécessaires. Essayons l'un de ces réglages. Par exemple, changer l'horloge du minuture AP-Bun à 12 MHz. Après avoir appuyé sur Entrée, vous pouvez voir qu'en utilisant une combinaison de différents circuits multiplicateurs, diviseurs et multiplexeurs, vous avez créé une configuration d'horloge complètement différente de la précédente. Il peut arriver que nous voulions calculer une valeur que le réseau d'horloge du microcontrôleur ne peut pas produire. Dans ce cas, le logiciel l'affichera en rouge. Avant de revenir en arrière,
réinitialiser à l'ancienne valeur et recalculer les valeurs avec CubeMX, car modifier les fréquences de différentes horloges peut entraîner des changements inattendus. Donc utilisez toujours les réglages avec précaution. Dans l'onglet Project Manager, vous pouvez effectuer des modifications administratives comme changer le nom. Toujours dans l'onglet Project Manager, utilisez les boutons de navigation latéraux pour accéder à la sous-option Code Generator. Ici, vous trouverez les paramètres liés à la génération automatique de code, qui a été mentionné précédemment. Dans la section File Generation, il est recommandé d'activer quelques options. La première option permet d'obtenir un code beaucoup plus lisible. Si vous l'activez, le code généré pour les périphériques sera organisé dans des fichiers séparés par le générateur de code. La deuxième option sauvegarde le code avant de le reconstruire. La troisième option permet de s'assurer que le code que nous écrivons n'est pas perdu entre deux compilations, tandis que la dernière sert à supprimer les fichiers qui ne sont plus utilisés. Allez dans l'onglet Outils dans la barre bleue en haut. Ici, vous trouverez un outil de simulation pour voir quelle sera la consommation d'énergie de votre application prévue. Vous pouvez sélectionner un état à simuler en appuyant sur le bouton Nouvelle étape. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la façon de faciliter au maximum la création de notre logiciel en utilisant l'environnement de développement. Vous pourriez légitimement vous demander, par exemple, si vous avez déjà le code prêt pour un programme de clignotement de LED, comment sera-t-il réellement transféré sur la carte de développement? L'outil pour cette tâche est le Programmer for Microcontrollers de STMicroelectronics, que nous appellerons désormais ST-Link. Il s'agit en fait d'un appareil contenant lui-même un microcontrôleur, dont la tâche est de transférer le programme de l'ordinateur vers la mémoire programme du microcontrôleur du matériel cible. Avec les Nucleo, nous avons la chance d'avoir le ST-Link intégré à la carte. Donc tout ce que nous avons à faire est de connecter un seul câble USB à la carte, qui sert à la fois pour l'alimentation et la programmation. Voyons maintenant la situation lorsque l'on utilise une carte personnalisée. Pour programmer notre carte, nous devons connecter les deux appareils. Dans le cas d'un ST-Link séparé, il faut connecter une nappe de 20 broches entre l'interface compatible ST-Link du microcontrôleur et le programmateur, et le câble mini USB entre l'ordinateur et le programmateur. Pour une Nucleo, il suffit simplement de brancher le câble USB. Une lettre d'état sur l'appareil indiquera lorsque la connexion a été établie. On retrouve également cela sur le ST-Link intégré à la Nucleo. Après une connexion réussie, la LED s'allume en rouge. Bien sûr, ce n'est pas non plus un outil à une seule fonctionnalité. Il offre de nombreuses possibilités supplémentaires allant du débogage de votre programme à la visualisation du contenu mémoire de votre appareil. Certaines de ces fonctions sont également disponibles depuis l'environnement de développement STM32 Cubid, mais les opérations étroitement liées au ST-Link sont aussi accessibles dans un programme séparé. Il s'agissait auparavant du logiciel utilitaire ST-Link, mais il a désormais été remplacé par le STM32Cube Programmer. Il peut être utilisé pour plusieurs choses, mais nous n'aborderons pas ces programmes maintenant. Vous pouvez lire à propos de l'utilitaire ST-Link dans le support écrit. Avant de programmer la carte de développement avec votre premier code, assurez-vous que votre ST-Link utilise la dernière version du logiciel. Pour cela, sélectionnez la mise à niveau ST-Link dans le menu d'aide de Cubide. Appuyez sur le bouton « Ouvrir en mode mise à jour ». Si un message d'erreur apparaît en bas, débranchez puis rebranchez le connecteur USB à l'ordinateur. Ensuite, si la version de l'appareil et la dernière version disponible diffèrent, vous pouvez effectuer la mise à niveau en cliquant sur le bouton « Mettre à niveau ». Après une mise à niveau réussie, un message « Mise à niveau réussie » s'affichera en bas de la fenêtre. Une fois cela fait, vous pouvez téléverser le programme sur la carte de développement. Nous allons maintenant utiliser le projet d'exemple terminé qui implémente un flash rudimentaire. Pour notre panneau, nous avons connecté une seule LED à la broche PD-Sept. Le projet d'exemple est également disponible pour le Black Development Panel utilisé dans le programme écrit, ainsi que pour le F400 46 Nucleo sur le site web du programme. Si vous travaillez avec un autre panneau, vous ne pourrez pas téléverser celui-ci. Mais ne vous inquiétez pas. Dans le prochain chapitre, nous vous montrerons comment porter les projets d'exemple du programme sur d'autres appareils. Vous pouvez téléverser le programme en utilisant le bouton Exécuteur dans la barre de menu en haut. Une communication réussie est indiquée par une lettre d'état qui clignote en rouge et vert sur l'appareil. Une fois le téléversement terminé, regardez la carte de développement et si tout a été fait correctement,
vous devriez avoir chargé avec succès votre première application embarquée sur la carte et voir la LED clignoter. Dans ce chapitre, nous avons découvert les composants les plus importants du STM32 et comment les utiliser. Après avoir écouté ce chapitre, vous serez capable d'utiliser les fonctions de l'environnement de développement par vous-même et peut être même de commencer vos propres projets. Bien sûr, ce chapitre ne décrit que les fonctions de base de l'environnement de développement, mais si vous souhaitez en savoir plus sur le STM32 vous pouvez trouver plus d'informations sur le site web de ST. Vous trouverez un lien dans la description pour vous aider. Nous espérons que les informations fournies vous ont été utiles. Nous avons hâte de vous retrouver dans les prochaines vidéos. À bientôt. Au revoir.